Bonjour, au sommaire de cette nouvelle édition de la Web TV d'Eva News avec la caméra d'Alain Fressange, Muriel Poyer expose ici à la vitrine du Périgord ses peintures acryliques jusqu'au 21 mai. Nous allons la rencontrer à la fin de cette édition. In Silico, c'est le titre du nouveau roman de Christine de Viégeancourt, interview dans cette édition. Mais tout de suite, nous partons à la découverte des Jardins de l'Imaginaire qui viennent d'ouvrir pour une nouvelle saison, ainsi que la Maison du Patrimoine à Terrasson. Et voilà. Première journée d'ouverture de la saison 2013 dans les Jardins de l'Imaginaire. Eva News vous propose de suivre une visite guidée en toute discrétion. Juste après, nous visiterons la Maison du Patrimoine en compagnie d'Alain Grand. On commence à sortir, hein, vous voyez. On en a même. Ramener proche du riz. Oui. Venir. On va faire une petite pause ici. Oui, donc moi ce qui m'intéressait c'était quand même de voir un petit peu l'aspect conception, élaboration du projet et un peu par esprit de comparaison avec les jardins de Chaumont où je me rends assez régulièrement. Vous êtes amateur de jardin? Ouais, plutôt, oui, quand même, ouais. Même si je suis pas un grand pratiquant, quoi, mais c'est vrai que je suis assez sensible à l'aspect naturel et au jardin en général, quoi. Vos impressions à chaud? Eh bien, j'ai trouvé ça très joli, mais nous reviendrons pendant les grandes vacances pour pouvoir voir plus de fleurs. Voilà. Et ma fille, Tatiana, tu es venue exprès pour voir les jets d'eau. Voilà. Et alors, ça t'a plu? Oui. Le patrimoine est ouvert depuis le 13 avril, deuxième saison. Tout à fait, du 13 avril au 30 septembre pour cette année, oui. On ouvre un peu plus. Où se trouve la Maison du Patrimoine à Mais Terrasson? la Maison du Patrimoine se trouve rue du Couvent, et nous sommes dans la vieille ville, et juste au-dessus l'église Saint-Sour, que nous voyons devant Et nous. pas loin de la Vézère, pas loin des Tout jardins. à fait, nous dominons la Vézère et nous apercevons les jardins également. Dans cette maison, on y trouve au rez-de-chaussée où nous sommes l'histoire et le patrimoine du Terrassonnais. Premier niveau, une expo temporaire 100 ans de rugby à Terrasson. Deuxième niveau, également une expo temporaire qui relate les épis de fêtage. Voilà, pour cette année. Et ensuite, au premier niveau, il y aura une exposition du CAUE liée à l'environnement. À partir de juillet. Voilà, à partir de juillet, août et septembre. Alors au rez-de-chaussée, donc c'est une exposition définitive, on peut dire, c'est Voilà. une exposition qui va rester. Qui va rester, oui, oui, puisque voilà, à travers une quinzaine de tableaux, on relate l'histoire de la ville. Devant nous, Saint-Sour, donc qui est un des fondateurs de la ville. Et la mosaïque de Gobert. La mosaïque de Gobert, oui, qui a été découverte en 1897
dans une propriété qui appartenait à M. Rosier, au lieu-dit Gobert. Et elle a été récupérée cette année. Elle était au musée du Périgord, à Périgueux. Donc voilà, nous l'avons récupérée, elle a été rénovée, comme vous pouvez voir, et installée il y a 3 semaines de ça. Alain Grand, qu'est-ce que l'on trouve encore de beau à voir? Et bien là, on arrive devant la cloche mérovingienne, qui était à l'église de la Ville-Dieu. Donc c'est quelque chose, c'est une cloche qui est très rare, puisqu'il n'y en a que 2, 3, je crois, dans le monde, de ces cloches. Ah. Voilà. Donc, si vous voulez, là c'est l'original. On a fait faire un facsimile, un fac, qui a été remis à la place de la cloche. Plusieurs tableaux décrivent l'histoire un petit peu locale. Hein. Tout à fait. Là, la Révolution française avec Gabriel Bouquier, le député de la Convention. Ensuite, on remonte le temps, si vous voulez. Bon, l'essor urbain, à travers les transports, la gare, qui était le Pont Neuf. L'arrivée du train. L'arrivée du train, bien sûr, qui a été très bénéfique, ouais. tout à fait bénéfique pour la ville. La verrerie. La verrerie, oui, qui était une entreprise Florissante. Tout à fait, voilà. Et avec, bien sûr, il y avait alimenté par des mines de charbon qu'il y avait sur Culac. Quelle est la particularité de cette statue? Cette statue, c'est une sculpture de Paul-Henri Graff. C'est la maquette de ce qu'allait devenir le monument aux morts de 14-18 qui se trouve place de la Libération. Donc là, nous allons arriver à la première expo temporaire qui relate 100 ans de rugby à Terrasson. C'est toutes les mémoires locales rugbystiques? Voilà, tout à fait, oui. Qu'est-ce que l'on y voit? Donc des photos blanc et noir, voilà, suivant la période, on part du noir et blanc et puis petit à petit, on arrive dans fin des années 50, début des années 60, on arrive à la couleur. Le club est né en 1905, suite à un voyage d'un homme d'affaires du coin qui s'appelait M. Charles Lacombe, qui a découvert ce jeu en Angleterre. Donc il est revenu à Terrasson et puis il a sollicité 2 ou 3 personnes et puis ils ont mis sur pied petit à petit la première équipe de rugby. Mais les statuts ont été adoptés qu'en 1908. Alain Grand, c'est vous qui avez réuni tous ces merveilleux clichés. Oui. Comment avez-vous procédé? Eh bien, en me déplaçant chez les gens, chez les anciens joueurs, chez les anciens dirigeants. Qui vous ont prêté des photos? Qui Qui m'ont prêté des photos, oui. Et suite à ça, elles ont été scannées, et puis voilà, photocopiées. Et puis ça donne ce que vous voyez. Combien de photos au total? Là, il doit y avoir près de 280 photos. Donc j'ai dû rencontrer pas loin d'une centaine de personnes. Les lundis de Pâques avaient une grande importance dans le club de rugby USCT à cette époque-là. Tout à fait. 60-70. Tout à fait. Ça avait un énorme succès. On peut regarder à travers les photos. C'était une grande fête. Hein. Tout à fait. C'était une grande fête et qui était organisée par M. Marc Renard. Alors au deuxième niveau, ce sont les épis de vêtage. Ce sont des œuvres artisanales. Voilà, qui se mettaient sur les toits des maisons, en haut du fêtage. Et les épis de fêtage sont faits en terre, oui. Donc la céramique, après c'est passé au four, après elles ont été vernies, vous voyez. Donc voilà. Combien de pièces à voir? Ici, il doit y en avoir une trentaine de pièces. Donc ça a été des reprises, l'artiste qui les a refaites par rapport à ce qu'il y avait sur les maisons de la vieille ville. L'épi de fêtage représentait souvent le propriétaire de la maison et surtout sa place dans la société. Et son métier? Quelquefois son métier, oui, on retrouvait les artisans, bon, c'était un boulanger, vous voyez, tout s'était représenté à travers l'épi de fêtage. C'était un signe aussi, quelquefois, de richesse, suivant les demeures, quoi. Christine de Viejoncourt, bonjour. Vous venez de publier un nouveau livre. In Silico, il parle de quoi ce livre? Alors déjà le titre, c'est pas évident. In Silico est un terme informatique. En fait, ce livre, c'est un conte pour adultes. Il n'est pas très épais. C'est une histoire que j'ai positionnée en 2040. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est vraiment aujourd'hui. C'est l'histoire l'héroïne se trouve dans une ville épouvantable. Elle travaille au ministère de
de la surveillance, donc vous voyez ce que ça peut être. Donc c'est une ville futuriste, une ville où tout est inhumain, où il n'y a pas de liberté, où tout le monde est fiché, il y a des caméras partout. C'est pour ça que je dis que ça ressemble aussi un peu à ce qu'on vit. C'est très, très dur et les gens sont très malheureux, c'est clair. Et puis un jour, elle a la chance, mais là je ne vais pas dévoiler le livre, c'est tout l'intérêt, de rencontrer un homme qui va lui dire qu'il existe d'autres univers en même temps que celui où l'on vit et où on vit autre chose. Alors elle se laisse tenter et là je dis pas plus, elle va se retrouver dans une seconde vie où là tout est permis, c'est le rêve, mais c'est le rêve qu'elle vit physiquement, totalement, où elle se demande à la fin où est la réalité, si c'est en bas dans In Silico, cette ville horrible, ou si c'est là quand elle va retrouver cet homme. Voilà. Et il y a une très jolie histoire d'amour aussi. Et ça dépeint, je crois que c'est surtout pour ça que j'ai eu envie de faire, ça dépeint le monde où l'on vit, les souffrances que l'on subit sur tous les plans. Et en fait, comme le disait Gérard de Nerval, je vous le dis, il disait « Le rêve serait-il l'unique échappatoire ? Le rêve est une seconde vie. Je n'ai jamais pu percer sans frémir ces portes d'ivoire et de cornes qui nous séparent du monde invisible. » Voilà, c'est un peu le thème du livre. Ce personnage principal, dans In Silico, vit une vie épouvantable, mais va quand même réussir à s'en sortir, je crois, c'est ça ? Oui, elle vit une vie épouvantable dans les profondeurs d'In Silico qui sont totalement inhumaines, avec la manipulation génétique, la perte de liberté, une démocratie fantoche et utopique qui n'existe pas, avec la pression sans arrêt, avec les fumées noires, avec les usines, avec ne voit jamais un rayon de soleil, toutes les plantes y sont interdites. Enfin, c'est l'horreur, on n'en est pas loin, mais enfin, bon, espérons qu'on n'ira pas jusque-là. Mais si vous voulez, c'est aussi ce que je ressens dans notre vie actuelle, avec la perte des libertés qui se grignotent, avec... Bref, donc cette femme, pour survivre, a une occasion qui se présente, c'est d'aller dans le rêve. C'est-à-dire, le rêve, vous savez, aujourd'hui, je pense que c'est la seule chose qu'on ne nous taxe pas, qu'on ne peut pas nous voler et où on ne peut pas pénétrer. C'est ce qui nous appartient vraiment. Et donc cette femme va s'accrocher à ça pour avoir une espèce de seconde vie qui lui permet au début de mieux vivre dans les débuts. Après ça devient difficile, mais vous verrez la suite. Mais vous savez, c'est un peu ce que je fais moi aussi. Je veux dire, pour avoir survécu après beaucoup de misère et beaucoup de cauchemars, je veux dire, je m'y suis réfugiée dans le rêve. Et mon héroïne s'y réfugie physiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus où est la réalité, où est le rêve. En tout cas, c'est vital. C'est vital. Et je crois que ça peut aider aussi les gens à survivre. Ce livre sort d'une façon atypique cette fois-ci parce que après pas mal de revers dans les maisons d'édition, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais les auteurs ne gagnent plus leur vie. Il y a la crise partout, et même dans l'édition. Beaucoup de petites maisons d'édition ferment. Les grosses ne paient plus les auteurs. Sur mes 3 derniers livres, j'ai pratiquement rien gagné. En tout cas, je ne peux plus survivre comme ça. Et en plus, quand vous donnez un livre à un éditeur, vous perdez vos droits. Donc, je conserve mes droits et ce livre est maintenant en vente sur Internet. Je vous donnerai l'adresse si ça vous intéresse. C'est votre maison d'enfance qui sans doute vous implique beaucoup en Terrassonnais. C'est ce lien qui est très fort avec le Terrassonnais, je crois, cette maison d'enfance ici. C'est très lié avec le Terrassonnais, c'est très lié avec la Dordogne dans son intégralité. Ce sont mes racines. Le Périgord noir, c'est chez moi depuis 8-9 générations, de côté de mon père et du côté de ma mère. Donc c'est vrai que je suis très très attachée. Ici, là où je me suis réfugiée, où je vis maintenant, c'est mon attache principale. Si j'avais pas ça, mais de toute façon je crois que je serais morte. C'est la maison du côté maternel des Deviers de Saint-Chaubran, la Dornac, donc à côté de
sur la commune de Terrasson. Et j'y suis revenue en 2002 et je n'en bouge plus. Et croyez-moi que c'est là que je trouve mes forces. C'est finalement, je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces racines. Qu'est-ce qui vous rappelle le plus votre enfance dans cette maison? Tout me rappelle mon enfance, puisque toute ma mère y est née, mon grand-père y est né, mon arrière-grand-mère est née, tout le monde est né ici. Mon fils, mes fils ont eu leur enfance ici, donc tout me rappelle mon enfance. Et puis dans ce petit village où je suis, vous savez quoi? Depuis que j'étais toute petite, rien n'a changé. Les fils électriques, toujours partout entrecroisés. Il n'y a que les antennes de télé qui ont rajouté quelque chose, mais c'est les mêmes maisons. Et puis c'est les paysans, c'est ma famille, c'est mes racines, c'est ce qu'on appelait les croquants, qui ont les mains calleuses et qui ont les pieds bien enfoncés dans la terre. Ouais. Et c'est ça que j'aime ici. Je suis chez moi. Christine Devier, la couverture d'In Silico, c'est vous qui l'avez réalisée, je crois. Oui, c'est moi qui l'ai réalisée, oui. Ça représente exactement l'histoire que j'ai écrite. En fait, c'est l'héroïne qu'on voit de dos. Cette héroïne, quelque part, c'est aussi moi. Puisque quelque part, elle vit aussi comme ça. Ah, c'est très mystérieux. On vous s'est passionné d'actualité et de politique. Alors aujourd'hui, avec les temps qui courent, quelle est votre pensée? Je ne suis pas passionnée de politique, je ne l'ai jamais été. J'ai été témoin de beaucoup de choses, c'est sûr. Et je me suis exprimée à travers tellement de livres depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, je suis juste comme tout le monde. Je suis témoin de ce qui se passe. Je suis à l'écart, je regarde, je vois, je m'informe. Je suis sur Internet beaucoup. Et c'est vrai que je vois la misère s'amplifier, je vois le chômage s'amplifier, et je vois l'Europe s'écrouler, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, bientôt nous, le Portugal, et que je me demande qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Ça devient une véritable catastrophe. Les gens souffrent, les gens sont malheureux, et puis on voit la finance se remplir les poches. Je pense qu'on a atteint un sommet là et que maintenant ça va exploser. Alors comment, j'en sais rien. Je sais pas comment, j'ai craint le pire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par le nombre. C'est par le nombre qu'on pourra s'en sortir en serrant les coudes. Mais il va falloir s'accrocher parce que c'est que le début. Et je pense que ça va empirer. Il faut, si au moins ça avait ça de positif, que les gens à nouveau se regroupent, recommuniquent entre eux, qu'il y ait plus de solidarité, plus d'amour du prochain, de l'autre. Je pense que ça c'est très positif. Et il va falloir trouver des systèmes D, oui, pour s'en sortir. Mais je pense que ça ne va pas durer. Ce système est en train de s'effondrer. On ne peut pas entraîner dans la misère des milliers de personnes comme ça. C'est pas possible. À un moment donné, ils vont sentir le coup près tomber. Muriel Poyer, peintre terrassonnaise, passionnée de couleurs et de symboles, expose ses peintures acryliques jusqu'au 21 mai à la vitrine du Périgord à Terrasson. Muriel Poyer, comment est venue cette passion de la peinture? Voilà, alors en fait c'est revenu, si on peut dire, puisque je peignais quand j'étais petite à l'école. Et en fait je m'y suis remise là il y a 5 ans de ça. J'ai pris quelques cours et puis en fait ma professeure, cette dame était enceinte et elle a dû arrêter les cours du soir. Donc j'ai continué toute seule. Comment procédez-vous pour réaliser une toile? Alors en premier lieu, je choisis une couleur de fond que je dispose donc sur la toile. Comme là je l'ai fait avec du bleu et du jaune au couteau. Et ensuite, en général, il me vient une idée de motif. Donc là j'ai voulu représenter une femme. Et je l'ai fait cette fois-ci au couteau aussi, au couteau de peintre, hein, je m'entends. Et donc je laissais aller un peu ma peinture comme elle voulait bien se placer. Et puis maintenant, je vais affiner les choses, peut-être rehausser un peu les jaunes du fond,
essayer d'affiner aussi cette femme-là qui est un petit peu quand même trop dans l'ombre, en ombre. Comment est-ce qu'on pourra vous rencontrer ici à la vitrine du Périgord et voir un petit peu vous voir travailler? Alors moi j'y serai tous les après-midi, enfin sauf le dimanche bien sûr où ça sera fermé, tous les après-midi et sauf le jeudi où j'y serai le matin pour être présente au moment du marché hebdomadaire de Terrasson. Une exposition donc à découvrir à la vitrine du Périgord jusqu'au 21 mai. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.